Que se passerait-il si le simple fait de marcher devenait une menace permanente? Ce n'est pas le chemin qui te met en danger, mais ce qui reste caché, immobile, en attente. Au cœur de l'Amazonie, il n'existe pas de terrain véritablement sûr. Le sol est instable, meuble, vivant, et parfois mortel. Chaque pas exige de l'attention. Chaque négligence entraîne des conséquences. L'humidité n'est pas une sensation, c'est une condition qui enveloppe tout. Elle colle à la peau, imbibe les vêtements, use le corps sans répit. L'eau est présente partout, mais elle ne répond pas toujours à ceux qui lui font confiance. Les sons, eux non plus, n'apportent pas le calme. Et celui qui n'apprend pas à écouter disparaît tout simplement. Pendant ce temps, dans notre monde, nous avons confondu confort et contrôle. Nous croyons que vivre en sécurité est naturel, mais dans la jungle, cette idée n'a pas sa place. Pourtant, certains connaissent cet environnement mieux que leurs propres mains. Des personnes qui n'évitent pas le risque, elles le comprennent. Qui ne luttent pas contre la jungle, mais l'écoutent. Elles ont fait de cet écosystème mortel leur foyer, leur guide et leur mémoire. Bienvenue sur Tribu du Monde. Aujourd'hui, tu découvriras 6 tribus qui ne se contentent pas de survivre, mais cohabitent avec certains des prédateurs les plus mortels et les plus étranges de la planète. Si tu souhaites nous accompagner dans ce voyage à travers des histoires réelles rarement racontées, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car le plus troublant ne sera pas ce que tu vois, mais ce qui se laisse à peine deviner. Car le plus grand danger auquel ces tribus sont confrontées n'attaque pas toujours. Parfois, il est simplement là, à attendre que tu fasses un pas de plus. 1. Corubo. Le danger que l'on foule. Nous sommes à l'extrême ouest du Brésil, au cœur de l'État d'Amazonas. Ici, dans l'une des régions les plus densément forestières de la planète, vit l'un des peuples les plus isolés du monde, les Korubos. Ils ne sont pas nombreux. Ils vivent sans contact régulier avec l'extérieur et ont rejeté pendant des décennies toute tentative d'intégration forcée. Leur vie se déroule entre des rivières troubles, une jungle dense et un sol qui n'est jamais ce qu'il paraît, car dans cette partie de l'Amazonie, le danger ne vient pas toujours d'en haut. Parfois, il se trouve juste sous tes pieds. Pour les Korubos, marcher n'est pas un acte automatique. Le sol réagit différemment à chaque portion du chemin. C'est pourquoi ils marquent le terrain à l'avance et posent rarement le pied là où ils n'ont pas observé auparavant. Chaque progression exige d'interpréter des signes infimes. Chaque mouvement est une décision. Et lorsque la nuit tombe, le risque se multiplie. Le jour, la lumière permet de deviner certaines menaces. La nuit, la vue cesse d'être une alliée. Et le terrain, loin d'offrir du repos, exige encore plus d'attention. Nous avançons dans le feuillage. Les feuilles craquent, mais ne révèlent pas ce qu'elles dissimulent. Près d'un arbre tombé, à peine discernable dans la litière, apparaît une forme immobile. Elle ne semble pas différente de son environnement, mais elle est vivante. C'est la Lachesis muta, un serpent immense et silencieux, capable de rester immobile pendant des heures. Il n'attaque pas par impulsion, seulement s'il est piétiné. Et lorsqu'il le fait, son venin ne se contente pas de détruire. Il enflamme, paralyse, corrode de l'intérieur. Il ne menace pas seulement la vie, il transforme le temps en ennemi. C'est pourquoi les Korubos évitent ces zones après la pluie et traversent rarement des espaces fermés sans nécessité. Quelques mètres plus loin, entre racines tordues et branches couvertes de mousse, se cache la Botriopsis bilineata, une vipère verte qui se confond avec la végétation. Plus petite, plus rapide, et tout aussi dangereuse. Elle chasse sans être vue, et si un pied humain pénètre dans son espace, elle réagit sans hésiter. Ici, un faux pas ne se corrige pas, il se paie. Les Korubos reconnaissent ces lieux à la façon dont les feuilles s'y accumulent et ne les traversent que lorsqu'il n'existe aucune alternative. Non pas parce qu'ils craignent la jungle, mais parce qu'ils la comprennent.
Nous suivons le sentier boueux vers une zone plus humide, où la végétation se referme. Entre pierres et troncs tombés, une ombre glisse. La Scolopendra gigantea, un mille-pattes de la taille d'un avant-bras. Elle n'a pas besoin d'un venin mortel pour être dangereuse. Elle mord avec force. Elle provoque fièvre, vomissements et, dans certains cas, une paralysie temporaire pouvant durer plusieurs heures et, exceptionnellement, se prolonger jusqu'à une journée entière. Elle privilégie les endroits où le corps humain s'appuie sans regarder. C'est pourquoi s'appuyer au sol n'est jamais un geste innocent. Chaque contact est une décision. Plus loin, à la base d'un arbre creux, quelque chose bouge sur le sol. Ce n'est pas grand, mais cela impose le respect. La Paraponera clavata, connue sous le nom de fourmi-balle. Une seule piqûre a été décrite dans des études médicales comme l'une des douleurs les plus intenses jamais enregistrées dans la nature, comparable à l'impact d'un tir d'arme à feu à courte distance. La douleur n'est ni immédiate ni passagère. Elle peut durer entre 12 et 24 heures, avec des pics d'intensité extrême durant les premières heures. Durant ce temps, des tremblements, une inflammation sévère et une perte temporaire du contrôle moteur ont été documentés, laissant la personne totalement incapable de marcher, de travailler ou de saisir des objets. Elle n'est généralement pas mortelle. Mais dans la jungle, rester immobilisé pendant des heures constitue une vulnérabilité réelle. C'est pourquoi les corubos ne la piétinent pas. Ils ne l'écrasent pas, ils l'évitent, ils la respectent, car ils savent que la douleur enseigne aussi où ne pas être. L'obscurité arrive et la jungle ne s'apaise pas. C'est alors qu'apparaît le dernier visiteur de ce parcours, le Titius obscurus, un scorpion noir, furtif, aux habitudes nocturnes. Il se cache dans l'écorce, dans les paniers, les couvertures, les recoins des habitations. Son venin est rarement mortel chez les adultes, mais chez un enfant, il peut l'être. C'est pourquoi, à la fin de la journée, les corubos ne se contentent pas de s'allonger. Ils inspectent, ils vérifient, ils secouent chaque feuille, chaque recoin, chaque ombre, et malgré tout, ils savent qu'il n'y a aucune garantie. Chaque action, marcher, s'arrêter, chasser, exige une attention totale. Car ici, une erreur ne se corrige pas, elle laisse des conséquences. Alors qu'ailleurs on avance en faisant confiance à la stabilité de l'environnement, ici survivre dépend de la capacité à percevoir ce que d'autres négligeraient. Et si la véritable erreur n'était pas de marcher pieds nus dans la jungle, mais de vivre en croyant que le danger ne fait plus partie du monde? Car penser que le risque reste immobile est une illusion. Parfois, on le foule. D'autres fois, il avance avec toi. Et avec cette attention constante, nous continuons à progresser dans la jungle, vers un territoire où se déplacer ne signifie pas échapper au danger, mais le porter avec soi. 2. Nukak. Quand le danger marche avec toi. Dans les forêts du sud de la Colombie, certains ne s'arrêtent jamais. Leur foyer n'a ni mur ni direction fixe. Chaque nuit est un lieu différent. Chaque journée, un nouveau trajet. Les Nukak vivent en mouvement, dans une existence nomade, où se déplacer n'est pas un choix, mais une part essentielle de la survie. Ici, chaque pas change la nature de la menace, sans jamais l'éliminer. Sur ces itinéraires changeants, il n'y a ni sentier balisé ni repère, seulement une jungle fermée, une humidité constante et l'invisible. Au ras du sol, entre feuilles et racines, peut se trouver la Bothrops atrox, une vipère qui n'a pas besoin de chercher sa proie. Elle reste immobile. Elle attend. Sa morsure injecte un venin qui corrode les tissus et provoque l'effondrement des organes. Et dans un environnement sans assistance médicale, le temps devient une urgence. C'est pourquoi les Nukak avancent attentifs au moindre changement du terrain, évitant de poser le pied là où les feuilles s'accumulent de manière anormale. Près de l'eau se déplace silencieusement la Micrurus surinamensis. Petite, colorée,
facile à ignorer. Mais son venin est neurotoxique. Il agit de l'intérieur, bloquant le mouvement et la respiration. Lorsque le corps cesse de répondre, il n'y a aucune marge d'erreur. C'est pourquoi, chez les Nukak, tout signe inhabituel est pris au sérieux. Un fourmillement sur la peau, une maladresse soudaine. On ne l'ignore pas, on le signale. Même le repos n'est jamais totalement sûr. En ouvrant un sac, en déplaçant un tissu, peut apparaître la Phoneutria ferra, une araignée aux habitudes nocturnes et à la réaction rapide. Sa morsure peut provoquer une fièvre intense, des vomissements et des convulsions. Dans les cas les plus graves, les conséquences sont fatales. C'est pourquoi, avant de s'arrêter, l'environnement est vérifié. On secoue ce que l'on va toucher. On observe avant de faire confiance. Ici, l'immobilité n'est pas synonyme de sécurité. La seule véritable protection est une attention constante. Mais il existe des prédateurs encore plus insidieux que les crocs et les mâchoires. Ceux qui n'attaquent pas par la force, mais par le temps. Pendant la nuit, une simple piqûre de la Triatoma maculata, une punaise presque imperceptible, peut tout changer. Elle transmet le parasite de la maladie de Chagas. La maladie progresse sans prévenir, et lorsqu'elle se manifeste, il est déjà trop tard. C'est pourquoi, à l'aube, le corps est observé avec la même attention que l'environnement. Une fatigue inhabituelle n'est pas ignorée. Un battement de cœur étrange est pris en compte. Et si le campement est installé près d'un cours d'eau, le bourdonnement d'un Anopheles darlingii peut sembler n'être qu'une gêne supplémentaire. Mais ce moustique transmet le paludisme, une fièvre qui ne se contrôle pas, qui affaiblit, qui revient. Dans cet environnement, le corps n'est pas seulement une présence, c'est une frontière. On l'écoute, on l'examine, on le lit comme on lit la forêt, avec attention, avec urgence. Un frisson peut être le premier symptôme, une blessure mineure, la porte d'entrée de quelque chose de bien, plus grave. Pour les Nukak, avancer n'est pas une routine, c'est interpréter chaque signal, savoir quand se déplacer et quand s'arrêter. Car ici, le véritable prédateur ne mord pas toujours. Parfois, il t'habite. Que se passe-t-il lorsque le danger ne peut être ni évité, ni vu, ni combattu, mais seulement reconnu à temps? Nous laissons derrière nous le territoire des Nukak et poursuivons notre avancée vers une région où le sol disparaît et où chaque décision se prend dans le fleuve. Car il existe des dangers qui ne guettent pas depuis la rive, mais depuis le courant lui-même. Et dans cet environnement, entrer n'est jamais un geste innocent. 3 Kulina, l'eau qui ne pardonne pas. Dans de nombreuses cultures, l'eau symbolise la vie, la pureté, le repos. On la boit sans y penser, on la traverse sans hésiter, on la considère comme un espace sûr. Pour les Kulina, qui vivent sur les rives du fleuve Juruá, en Amazonie occidentale, l'eau est tout autre chose. Ce n'est pas seulement une ressource, c'est un territoire changeant, un espace qui respire, se transforme, et parfois répond. Ici, savoir nager ne suffit pas. Chaque traversée, chaque immersion, chaque journée de pêche commence bien avant de toucher l'eau. On observe la couleur du fleuve, le calme de la surface, les traces laissées par la pluie. Entrer n'est pas un élan, c'est une décision. Car le fleuve ne montre jamais tout à la fois. Dans des eaux calmes et sombres peut se cacher l'Electrophorus voltae, une anguille électrique capable de produire des décharges extrêmement puissantes. Elle les utilise pour chasser, mais aussi pour se défendre. Une décharge n'est pas toujours mortelle, mais elle peut paralyser le corps instantanément. Et si cela se produit au milieu du courant, le danger ne réside pas dans la décharge, mais dans ce qui suit. C'est pourquoi ceux qui vivent près du Juruá évitent les zones profondes, sans visibilité, ne s'immergent pas dans des eaux fermées et n'entrent jamais seuls dans les portions où le fleuve semble immobile. Lorsque l'eau est trop calme, on n'y entre tout simplement pas. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'interprétation.
Plus en aval, camouflée dans le fond du fleuve, reste immobile la Potamotrygone motoro, une raie d'eau douce presque invisible. Elle ne fuit pas, elle ne poursuit pas, elle est simplement là. Mais si on la foule, elle répond par un aiguillon venimeux. La douleur est immédiate. Le problème n'est pas la douleur initiale, mais ce qui suit, infection, nécrose et fièvre. C'est pourquoi, dans l'eau, on n'avance jamais avec précipitation. On marche lentement, on traîne légèrement le pied, on sonde le fond avant d'y poser le poids du corps. Il ne s'agit pas d'éviter la raie lorsqu'elle apparaît, mais de ne jamais la surprendre. Lors de la pêche nocturne, d'autres dangers entrent en jeu. Les pseudoplatystomas, connus sous le nom de surubis, ne sont pas venimeux, mais leur taille et leur force les rendent imprévisibles. Pris dans les filets, ils peuvent se débattre violemment, frapper les membres ou renverser une pirogue. Ici, l'expérience dicte quand insister et quand lâcher. Perdre de la nourriture vaut mieux que perdre sa mobilité pendant des semaines. Mais tout ce qui vit dans l'eau n'est pas visible. Le Vandellia cirrhosa, connu sous le nom de poisson candiru, est redouté non pour sa taille, mais pour son comportement. Chez des personnes sans expérience de cet environnement, un contact peut provoquer des blessures extrêmement douloureuses et traumatisantes. Dans les cas documentés, le poisson peut pénétrer dans des cavités corporelles, s'ancrer avec des épines et provoquer hémorragie, inflammation sévère et infection. L'extraction n'est ni immédiate ni simple et, dans la majorité des cas médicaux recensés, elle nécessite une intervention chirurgicale. Pour cette raison, les habitants de la région évitent certaines pratiques, réduisent le temps d'exposition et limitent les zones du fleuve où le risque est plus élevé. Encore plus invisible est le gnatostoma, un parasite pouvant pénétrer dans le corps par de l'eau contaminée ou du poisson cru. On ne le perçoit pas au début. Lorsqu'il se manifeste, il a déjà progressé. Pour cette culture amazonienne, le fleuve n'est pas un ennemi. Entrer dans l'eau n'est jamais une routine. C'est une évaluation constante. La couleur, le calme, la profondeur apparente. Tout communique, tout peut avertir. Dans de nombreux endroits, l'eau est considérée comme sûre. Ici, c'est un environnement vivant qui peut blesser, paralyser ou infecter. Chaque entrée est consciente, jamais automatique. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce voyage n'est pas superficiel. Si ce parcours dans la jungle amazonienne te captive, abonne-toi et continue à regarder. Car ce qui vient maintenant ne se cache pas et ne rampe pas. Cela se vit au quotidien, et même en le connaissant, cela reste dangereux. 4. Yequana, la normalisation du risque. Sur les rives du Haut-Orénoque, à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, vit l'un des peuples les plus anciens de l'Amazonie, les Yequana. Ici, le fleuve n'est pas seulement un environnement, c'est l'axe de la vie. Tout tourne autour de lui, le transport, la pêche, les jeux des enfants, le bain à la fin de la journée. Mais ce lien constant avec l'eau a un prix. Le risque cesse d'être un événement isolé et devient une partie intégrante de la routine. Sous la surface se déplace la Potamotrygone orbigny, une raie d'eau douce qui s'enfouit dans le fond du fleuve, recouverte de sédiments. Ici, il n'y a ni poursuite ni avertissement. L'erreur se produit dans le silence d'un pas mal placé. La douleur est immédiate. La blessure, profonde. Les Yequana ont appris à reconnaître les zones les plus risquées, à marcher en traînant légèrement les pieds pour ne pas les surprendre. Et en cas de piqûre, ils savent quelles plantes appliquer, comment freiner l'inflammation, quand bouger et quand ne pas le faire. Dans les zones de pêche plus actives apparaissent les Ageneosus spp, connus comme poisson-chat de chenal. Ils possèdent des épines pectorales acérées, capables de percer la peau au moindre contact. Ils sont fréquents dans les filets et les pièges. Les adultes enseignent aux plus jeunes comment les manipuler avec précaution, ou saisir, comment couper ce qu'il ne faut pas toucher. Chaque mouvement compte. Mais dans l'eau, il y a aussi la vitesse et les morsures. Les Serrasalmus rhombeus,
l'une des espèces de piranhas les plus agressives, peuvent attaquer en groupe lorsqu'elles se sentent provoquées. Même si les attaques contre l'homme sont rares, la présence de sang dans l'eau ou des mouvements brusques rendent le danger réel. Les Yekuana n'entrent jamais dans le fleuve sans observer au préalable. Ils vérifient s'il y a une activité anormale, si les oiseaux s'éloignent, si l'eau est trop trouble. Tout se lie. Tout peut être un avertissement. Hors de l'eau, le risque change de forme, mais pas de présence. Le Simulium guianense, une petite mouche noire, paraît insignifiante, mais elle transmet l'onchocercose, aussi appelée cécité des rivières. La piqûre ne fait pas mal, mais avec le temps, elle peut faire perdre la vue. Ils se protègent avec de la boue, de la fumée et une gestion précise des horaires. Ils ne s'exposent pas lorsque le risque est maximal. Et depuis la végétation dense, à l'aube ou au crépuscule, apparaît le Haemagogus gentinomiss, le moustique de la fièvre jaune. Il ne bourdonne pas, il ne prévient pas, mais il laisse des traces sur le corps. Forte fièvre, vomissement, hémorragie. Ici, aucun geste n'est insignifiant. Une éruption cutanée n'est pas ignorée. Un mauvais rêve peut être un avertissement. Et une piqûre n'est jamais seulement une piqûre. Pour les Yekuana, le danger n'est plus une exception. Il fait partie du paysage. Et ce qui frappe le plus, c'est qu'il n'est plus perçu comme une menace constante, mais comme une condition avec laquelle on apprend à vivre. L'expérience accumulée se transmet avec précision. Quoi faire, quoi éviter, quoi ne jamais négliger. Il n'y a pas de dramatisation, pas de précipitation, seulement une routine affinée par des siècles. Ailleurs, une blessure est un contretemps. Ici, elle peut marquer un avant et un après. Dans l'obscurité, ce qui ne se voit pas ne prévient pas. Cela laisse une trace pendant des jours, ou pour toujours. Et maintenant, tu comprendras pourquoi. 5. Kaksinawa. La nuit et le venin lent. Lorsque la nuit tombe, le monde semble s'arrêter. Dans de nombreux endroits, elle est synonyme de repos. Mais pour les Kaksinawa, également connus sous le nom de Uni Queen, la nuit est autre chose. C'est un changement de règle, un moment où l'obscurité ne protège pas, mais expose. Ils vivent entre les fleuves Purus et Jordaon, à l'est de l'Amazonie brésilienne. Leur journée s'achève par des rituels, le feu et les chants. Mais la véritable épreuve commence lorsque les lumières disparaissent. Car ici, l'activité ne cesse pas à la tombée de la nuit. Elle se transforme. À ce moment-là, sort de sa cachette la Botrocophias ioprora, un serpent qui préfère chasser de nuit. Il n'attaque pas avec rapidité. Il n'en a pas besoin. Son venin agit lentement, perturbant la coagulation du sang et provoquant des nécroses. Une morsure peut mettre des heures à révéler ses effets, mais lorsqu'elle le fait, les dégâts sont déjà profonds. C'est pourquoi les Kaksinawa dorment en hauteur, sur des plateformes ou dans des hamacs, loin du sol. Mais même ainsi, il n'y a aucune garantie. Parfois, la menace ne rampe pas. Elle s'insinue dans le moindre recoin. La Loxosceles amazonica, une araignée des endroits discrets, peut se cacher dans les vêtements ou entre les couvertures. Sa piqûre, presque imperceptible au début, laisse une plaie qui s'agrandit, s'assombrit et devient douloureuse avec le temps. Certains cas évoluent en ulcères ouverts, d'autres en fièvre ou en atteinte rénale. Le venin ne tue pas immédiatement, il reste. La nuit active également le Titius metuendus, un scorpion que l'on voit rarement venir. Petit, silencieux, aux habitudes nocturnes, sa piqûre peut provoquer une douleur aiguë, des vomissements et des troubles du rythme cardiaque. Pour les enfants, il représente une menace réelle. C'est pourquoi, ici aussi, on vérifie avant de se coucher. Et au réveil, la première chose que l'on secoue n'est pas le corps, mais l'endroit où l'on a dormi. Mais certains venins n'arrivent ni avec des crocs, ni avec des dards. Ils arrivent en volant. L'Aedes serratus, un moustique actif durant les premières heures de la nuit, est vecteur de virus comme la dengue et la fièvre jaune. Une seule piqûre peut perturber l'équilibre du corps pendant des jours. Et dans certains cas, pour toujours.
La hématobia, une petite mouche hématophage, trouve elle aussi son moment dans l'obscurité. Elle ne laisse pas seulement des piqûres, elle laisse des infections. Et chaque blessure sur la peau, aussi petite soit-elle, est une porte d'entrée. Ici, une piqûre ne se gratte pas, elle se soigne, elle s'observe, elle se mémorise. Pour les Kaksinawa, dormir ne signifie pas se déconnecter. Cela signifie faire confiance à ce qui a été appris, aux gestes hérités, au corps comme barrière et à l'esprit comme seule défense lorsque tout le reste s'éteint. Ailleurs, la nuit est une pause. Ici, c'est une épreuve. Après tout cela, on pourrait penser qu'il ne reste plus rien. Mais il reste encore une dernière tribu à découvrir. Et avec elle, le risque le plus persistant de tous. Un risque qui se montre rarement et qui, lorsqu'il le fait, ne prévient jamais. 6. Tessimane, l'usure silencieuse. Ici, le risque n'apparaît pas d'un seul coup. Il n'irrompt pas. Il ne surprend pas. Il se construit jour après jour. Ainsi est la vie des Tsimane, un peuple autochtone qui vit entre les fleuves Maniqui et Aper, au cœur de l'Amazonie bolivienne. Dans ce territoire, survivre ne consiste pas à réagir à une urgence ponctuelle. Cela consiste à soutenir le corps pendant des années dans un environnement qui n'accorde jamais de répit. Les journées commencent même tôt. Avant que le soleil ne réchauffe la terre, on marche vers le fleuve. On vérifie les pièges, on pêche, on collecte, on transporte de lourdes charges, puis on revient par les mêmes sentiers humides. Rien de tout cela ne se fait dans la précipitation. Ici, la hâte est l'ennemi du corps. Chaque geste quotidien est pensé pour réduire les dommages, non pour les éliminer. On entre dans l'eau lentement, en sondant le fond, avant d'y poser le poids du corps. On marche en traînant légèrement les pieds pour ne pas surprendre ce qui reste caché sous la boue. On ne se fie pas à la mémoire du terrain, on observe toujours comme si c'était la première fois. Sous le fleuve demeure la Potamotrigon schröderi, une raie d'eau douce qui ne se signale pas. Le contact avec l'eau n'est jamais impulsif. Un appui mal calculé suffit pour que l'aiguillon traverse la peau. La douleur n'est ni immédiate ni spectaculaire. Elle s'installe. Elle demeure. Lorsqu'une blessure survient, la journée ne continue pas. Le travail s'arrête, on nettoie, on draine, on surveille. La priorité n'est pas de terminer la tâche, mais d'éviter qu'une infection ne transforme un accident en des semaines d'immobilité. Dans ces mêmes eaux se déplace la Hoplias malabaricus, la tararira. Pendant la pêche, lorsqu'on force un filet ou qu'on libère un piège, elle peut réagir violemment. C'est pourquoi on n'introduit jamais la main sans voir. On frappe l'eau d'abord. On immobilise la prise avant de la rapprocher du corps. Ce n'est pas de la peur, c'est une méthode. Hors du fleuve, le danger change de forme. Entre racines humides et sentiers empruntés quotidiennement, peut apparaître la Bothrops matogrossensis. Ici, on ne marche pas distrait. Le regard est baissé. Le pas est mesuré. Les zones les plus denses sont évitées à certaines heures et l'on ne traverse jamais une végétation fermée sans nécessité. Si une morsure survient, il n'y a pas de dramatisation, il y a de l'action. On immobilise le membre, on réduit les mouvements, on gagne du temps. Car ils savent que chaque minute compte, non pour fuir l'environnement, mais pour limiter les dégâts. Même les rencontres les plus minimes ont de l'importance. Le Calichtis, un poisson en apparence inoffensif, possède des épines rigides capables de perforer la peau avec facilité. Des cas médicaux documentés en Amazonie montrent que ces perforations ont conduit à des infections graves, des abcès et des processus inflammatoires prolongés, en particulier lorsque la blessure n'est pas traitée immédiatement. C'est pourquoi ici, toute coupure, aussi minime soit-elle, est nettoyée et surveillée. Car dans cet environnement, une petite blessure n'est pas un simple contretemps.
C'est un risque qui s'accumule, mais rien n'use autant que ce qui ne se voit pas. L'Anopheles, vecteur du paludisme, ne fait pas mal lorsqu'il pique. Il ne laisse aucun signe immédiat. Il revient simplement. C'est pourquoi on dort protégé par la fumée. On évite certaines zones au crépuscule. On réorganise les horaires lorsque la fièvre apparaît. La maladie n'arrête pas la vie, elle la ralentit. Et cette lenteur se paie par une fatigue accumulée. La fièvre apparaît, disparaît, puis revient. Les enfants perdent de l'énergie. Les adultes s'affaiblissent. Le corps n'a pas le temps de se rétablir complètement avant l'épisode suivant. Et c'est alors que l'on comprend quelque chose de fondamental. La véritable usure ne provient pas d'une seule attaque, mais de la répétition. Chaque blessure oblige à s'arrêter. Chaque fièvre redistribue le travail. Chaque rétablissement rend un corps un peu plus fatigué. Les Tsimanés ne vivent pas en enchaînant des crises visibles. Ils vivent dans une résistance continue. Ici, la santé n'est pas une garantie, mais un équilibre fragile qui fait partie du paysage et qui se maintient jour après jour grâce à l'expérience et à une attention constante. Car lorsque le risque ne peut être éliminé, la seule option est d'apprendre à vivre avec lui, sans se briser. Tout au long de ce parcours, nous avons marché aux côtés de 6 peuples qui ne vivent pas malgré le risque, mais à partir de lui. Chacun, sur son territoire, a développé des façons uniques d'écouter la forêt, de l'interpréter, de cohabiter avec elle. Et même si les prédateurs changent, même si le danger adopte de nouvelles formes, l'enseignement reste le même. Survivre n'est pas contrôler. C'est comprendre. Ces communautés ne sont pas une image du passé. Elles sont une réalité présente de quelque chose que le monde moderne a commencé à oublier. La nature ne se soumet pas, elle se négocie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Avant de partir, si ce documentaire t'a fait réfléchir, laisse-nous dans les commentaires le mot « coexistence ». Nous saurons ainsi que tu partages cette manière de regarder le monde, avec respect, avec attention, et sans supposer que tout est sous contrôle. À ce stade, le regard n'est plus tourné vers eux, il est tourné vers nous. Penses-tu que vivre davantage protégé nous a permis de mieux vivre, ou simplement de vivre plus loin du réel? Laisse-nous ta réflexion dans les commentaires, nous te lirons. Dis-nous quel animal t'a le plus surpris et quelle tribu t'a fait regarder l'Amazonie sous un angle différent. Et si ce n'est pas encore fait, c'est le bon moment pour t'abonner et activer les notifications afin de continuer à nous accompagner dans les prochains voyages. Car il existe encore de nombreux territoires où la vie ne tient pas grâce à la technologie, mais grâce à la sagesse. Souviens-toi, ce n'est pas celui qui possède le plus de ressources qui survit. Survit celui qui sait le mieux s'adapter. À bientôt pour le prochain voyage.